Business, Intégral Placement, le face-à-face. Les tendances, les évolutions et les perspectives pour les marchés, pour vos investissements avec Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Bonjour messieurs. Bonjour. Sébastien Corchia, le directeur des gestions actions de Mescart AM, et Philippe Béchade pour les Éconoclastes, également rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. CAC 40 très prudent aujourd'hui. On va attendre le référendum, c'est ça, pour retrouver une tendance un peu plus marquée, un peu plus fixe, un peu plus ferme sur les différentes bourses mondiales. C'est le référendum italien qui va jouer le juge de paix cette semaine. C'est un élément effectivement important dans le calendrier. Il a été évoqué depuis très longtemps par tout le monde. Donc difficile pour des opérateurs de prendre des positions directionnelles fortes juste avant ça. On voit d'ailleurs que même si le pétrole, par exemple, s'envole de 5% aujourd'hui, ça n'a pas vraiment d'effet sur les marchés actions. Hein. Ça ne suffit pas à faire fortement monter le CAC 40. Non, parce que c'est pas suffisant effectivement pour dépasser le poids fort, l'obstacle qui est le référendum italien. Et puis on reparlera du pétrole, mais regardez le comportement des valeurs parapétrolières, elles n'ont pas l'air de suivre forcément ce mouvement. Donc je pense que c'est plus des positions qui sont débouclées sur le pétrole par sécurité et par prudence. Sur l'Italie, effectivement, on a là un rendez-vous. Je trouve qu'on oublie de parler d'un deuxième rendez-vous italien dans quelques jours, qui est en fait la réponse de la Cour constitutionnelle italienne sur un mode de scrutin des députés. Parce qu'on dit, attention, s'il y a victoire du non, par exemple, ça sera le départ ou pas de Matteo Renzi, mais il y aura aussi derrière une victoire potentielle du mouvement 5 étoiles. Or, en fait, il y a un mode de scrutin des députés qui avait été changé en 2015 et qui était favorable. En gros, on est passé à notre système français avec 2 tours pour les députés. Ceux qui gagnent au premier tour s'affrontent au deuxième et puis il y a un gagnant. Alors qu'avant, c'était une histoire de proportionnel. C'est ce mode de scrutin qui finalement a permis l'émergence du mouvement 5 étoiles. Et ce mode de scrutin a été non pas remis en cause, mais mis devant la Cour constitutionnelle en disant il n'est pas constitutionnel. Tout le monde a eu peur finalement de l'arrivée du mouvement 5 étoiles. Il va y avoir une réponse d'ici à quelques jours de cette Cour constitutionnelle et c'est pas évident du tout qu'elle aille dans le sens de ce nouveau mode de scrutin et donc de l'émergence du mouvement 5 étoiles. Donc je pense qu'on réduit trop le sujet italien, il est important au référendum, très technique. Il y a d'autres éléments de réponse quelques jours plus tard. Et puis on oublie aussi un peu peut-être les élections en Autriche qui sont de nature, alors je ne vais pas faire l'épouvantail, mais les marchés sont, et tout le monde est très focalisé sur quelque chose. Il y a beaucoup de choses. On peut rajouter effectivement l'OPEP, etc. Donc, et l'Autriche, élection dimanche, le même jour qu'en Italie, où le candidat de l'extrême droite est favori pour prendre la présidence du pays. Alors c'est une présidence plutôt honorifique, mais un signal de plus aussi pour l'Europe. Un signal de plus avec une forme de peut-être d'avertissement ou en tout cas de comparaison possible, de projection possible sur l'Allemagne. Il y a une proximité extrêmement proche culturelle entre l'Autriche et l'Allemagne. Donc attention de ne pas être trop réducteur et on comprend mieux. Je n'ai pas d'avis sur qu'est-ce qui va se passer. On a vu que tous les sondages ces derniers temps n'étaient pas forcément très fiables. Mais attention en fait, et on comprend mieux en tout cas, pourquoi les marchés n'ont pas envie plus que ça de prendre un sens directionnel. Philippe. J'aime beaucoup les anticipations relatives au scrutin italien. Ce matin, je lis un papier. Même si le non l'emporte, finalement, ça n'a pas d'importance. Alors, Monsieur Renzi démissionnera ou pas? Probablement, ça sera pour laisser sa place à un gouvernement technocratique jusqu'en 2018, ou alors effectivement le mode de scrutin est revu et le mouvement 5 étoiles est privé en quelque sorte de sa victoire, ce qui signifie que dans un cas comme dans l'autre, on annonce déjà par avance que si le non l'emporte, ceux qui seront victorieux, ceux qui auront porté cette fronde, seront privés de leur victoire. Ça va tout à fait dans le sens de ce que M. Juncker annonçait en début de semaine. Il faut arrêter de faire des référendums.
Oui, parce qu'il donne systématiquement des signaux inverses ou hostiles à l'Europe. Donc, laissons les technocrates décider, surtout ne consultons plus les peuples. Alors, je me demande tout de même... Là, il y a un référendum quand même, Philippe. Et il porte pas sur le mouvement 5 étoiles, il porte sur une réforme de l'appareil, de la façon de procéder en politique en Italie. Ça, c'est ça l'objet du référendum. C'est la suppression du bicamérisme, tout le monde le sait. Voilà. La question, c'est de savoir, c'est le futur. Et le futur, c'est quoi? Qui représente le peuple en Italie? Et est-ce que ceux qui représentent la volonté du peuple peuvent ou non gouverner ou parvenir aux affaires? La réponse, manifestement, elle est déjà non. Donc, le référendum italien ne doit pas constituer un épouvantail pour les marchés. Soyons sereins. Et effectivement, en ce qui concerne le président autrichien, ce n'est pas lui qui décide ni de la politique économique, ni fiscale, ni même de celle des migrants en Autriche. Donc, c'est assez symbolique. Donc, les marchés, rassurez-vous, peuvent s'engager dans le rallye de fin d'année. Il ne va rien se passer de mauvais. C'est merveilleux. Est-ce que le pare-feu justement pour les marchés, c'est pas surtout la BCE qui a laissé clairement entendre hier qu'elle pourrait racheter la dette italienne en cas de crise post-référendum? Il est clair. De toute façon, la BCE a dit hier qu'elle avait fait décoller ses canadaires et qu'à la moindre petite flamme qui apparaîtrait à l'horizon dans la forêt de pins, il y aurait 20 ou 30 canadaires qui arriveraient immédiatement. Pas besoin de les faire décoller. Je pense que les marchés savent depuis très longtemps que ça se passe désormais comme ça. Donc ça, c'est un soutien. Mais elle en aurait les moyens, racheter plus de dettes italiennes, la BCE, ce serait sans conséquence. Ça permettrait d'éviter une crise financière sur les banques italiennes notamment? Je pense qu'on a vu dans d'autres circonstances que la BCE avait des moyens quasi illimités et que, en tout cas, même elle peut les concentrer ponctuellement. Donc j'ai pas de doute sur non seulement la capacité technique de la BCE de le faire, mais tout simplement déjà la capacité psychologique et la présence de ces canadaires dans le ciel boursier est déjà à lui seul suffisant. Donc on a effectivement, on le disait, des éléments de calendrier qui nous empêchent peut-être de faire progresser les marchés européens, qui pourraient être tirés par les valeurs pétrolières, on disait. Mais vous voyez que face à cet événement, les marchés ne baissent pas non plus, alors qu'ils le pourraient au regard de l'impact quand même annoncé du référendum italien. Il y a peut-être un effet BCE là déjà, à savoir. Il y a un effet BCE, puis comme je pense qu'il était parfaitement dit, il y a un effet de non-event où c'est déjà dans les cours. Alors, ça a été dans les cours, si on regarde quelque part le parcours de la bourse italienne depuis le 1er janvier comparé au CAC 40, votre prime de risque Italie, on le voit sur les taux, on le voit sur l'indice italien, elle est là, elle est déjà là. Donc, est-ce que c'est pas déjà pricé? Les taux vous disent un peu que oui, les actions vous disent déjà oui, avec une bourse italienne à plus de -20 depuis le 1er janvier. Bon, il y a l'enjeu italien, bien sûr, qui s'approche avec ce référendum, l'Autriche aussi, et puis l'OPEP, c'est aujourd'hui. BFM Business, intégral placement, le face-à-face. Suite du face-à-face avec Philippe Béchat pour la Bourse au quotidien, les éconoclastes, et Sébastien Corchia pour Mescart AM. Les cours du pétrole aussi, en effet, à surveiller. Cédric en parlait. On a une envolée aujourd'hui des cours parce qu'il y a une déclaration, celle du secrétaire général de l'OPEP, qui dit qu'il y aura un accord aujourd'hui. Il y aura un accord si Dieu le veut, précise le ministre saoudien de l'énergie. Philippe, à quoi vous vous attendez? Et est-ce que les cours du pétrole restent une matrice importante aussi pour les indices actions, là, au niveau sur lesquels on est, autour de $50? Est-ce que c'est encore le pétrole qui va faire la pluie et le beau temps dans les prochains mois sur les marchés mondiaux? Pas en tant que tel, en tant que facteur entrant dans une équation inflationniste, oui. Alors moi ce matin j'ai entendu la déclaration du ministre iranien du pétrole. Pour lui, la fourchette souhaitable serait 55-60 $. Bon, par rapport au cours atteint ce matin, ça suppose encore 15 ou 20% de hausse. Les rumeurs, c'est une réduction de 600 000 barils. La dernière fois qu'on en avait parlé sur ce plateau, on était plutôt déjà sur 750 000 barils de réduction par jour. Quand on voit aujourd'hui les ambitions de l'Iran,
pour revenir à ces niveaux de production d'avant les sanctions, ils vont pouvoir ouvrir le robinet et rapidement effacer ces 600 000 barils. Cela étant dit, Francis Perrin nous rappelait tout à l'heure que l'Iran, notamment, faisait partie des pays exception, c'est-à-dire qui ne sont pas concernés dans l'accord discuté à Alger et qui doit être entériné tout à l'heure à Vienne. C'est bien pour ça que je mentionne cette capacité qu'aurait l'Iran d'ouvrir les robinets et de très rapidement combler ce gap de production de 600 000 barils. Après, vous avez Monsieur Trump qui veut faciliter la prospection aux États-Unis, prospection et exploitation du pétrole et gaz de schiste. Si on mesure à quel point les nouvelles technologies sont efficaces, avec une centaine de puits supplémentaires aux États-Unis, on aura aussi rapidement ces 600 000 barils de plus. Et j'ajoute que si M. Trump va jusqu'au bout et qu'il redonne vie à certaines mines de charbon, et qu'on brûle du charbon plutôt que du pétrole dans les générateurs, vous allez voir que ce pétrole non brûlé va venir s'ajouter à la surproduction américaine, puis la surproduction iranienne. Je crois que là, l'OPEP se fait bien plaisir, effectivement, en ne terminant pas sur un échec, mais je pense que les conséquences de l'accord vont être bref. Sébastien. Écoutez, moi je pense qu'il y a c'est un marché qui est manipulé depuis un certain temps, le pétrole. L'Arabie Saoudite, on le sait depuis longtemps, a fait baisser les cours et on sait pourquoi, notamment pour casser le pétrole de schiste. Elle a tout fait, je crois, pour les faire remonter un peu. Parce que il y avait un intérêt déjà économique, ça commençait à être difficile pour son budget, mais aussi pour placer ses obligations et demain pour placer une partie de Aramco, son holding conglomérat pétrolier. Donc les cours remontent, ils se stabilisent. Très honnêtement, est-ce qu'il va y avoir accord? Oui, il va y avoir accord, parce que politiquement c'est intenable qu'il n'y en ait pas. Mais quel accord? C'est la réponse. Est-ce que c'est une baisse de la production? Est-ce que c'est un gel de la production? Moi, j'aurais tendance à dire un gel de la production, ça plairait pas au marché. Mais que ça soit une baisse ou un gel, une baisse de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui jouera pas le jeu ou qui sera une exception. Et il n'y aura plus d'une exception, à mon avis, que l'Iran. Il y aura sûrement la Libye, il y aura d'autres pays comme ça, pourquoi pas le Venezuela et autres, qui est complètement exsangue. Et puis, vous avez, une capacité d'offre, et ça a été très bien rappelé par Philippe, sur demain, le pétrole de schiste, vous avez des réserves extraordinaires qui ont été découvertes au Nouveau-Mexique et au Texas, qui font en fait qu'on a là sous les pieds le deuxième plus gros champ après l'Arabie Saoudite. Et puis vous avez des technologies qui font qu'aujourd'hui vous avez des sociétés qui vous déclarent dans le monde du pétrole de schiste que là où elles produisaient à 59-60 $ le baril en 2014, aujourd'hui elles descendent à moins de 25 pour certaines. Et donc ça redevient rentable pour beaucoup de sociétés. Donc de toute façon, économiquement, vous pouvez pas imaginer que les cours du baril pourront monter. Pour autant, tout le monde vous dit effectivement que le cours d'équilibre serait A. Ah oui, parce que tout le monde y a un intérêt. Aussi bien les Russes qui doivent financer tout un tas de choses, notamment leur réforme militaire. Il y a un peu de méthode Coué, quoi. Les pays arabes, Donald Trump, c'est quand même aussi là une source dans le terme du PIB qui est importante. Et puis nous, Européens, parce que avoir un peu d'inflation importée alors qu'on n'arrive pas à en créer depuis un certain temps. Donc tout le monde a intérêt finalement à trouver de quoi faire monter les cours du pétrole. L'inflation, vous en parlez, elle accélère encore. Au mois de novembre, c'est l'un des chiffres importants de cette matinée. Inflation qui accélère à plus 0,6 en novembre contre plus 0,5 en octobre. C'est plutôt bon signe, ça, pour la zone euro, la dynamique européenne? Je pense qu'on a fait suffisamment d'efforts, quand je dis on, en tout cas la Banque Centrale Européenne, pour la faire remonter, cette inflation. Donc ne nous plaignons pas qu'il y en ait un petit peu aujourd'hui. Bon, alors quelle allocation pour 2017? Là, il reste plus que quelques semaines avant la fin de l'année. Pour 2017, est-ce que vous restez optimistes l'un et l'autre pour les marchés financiers? On rappelle qu'on est quand même, et notamment à Wall Street, en nette hausse depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce que le Trumpoline, comme certains l'appellent en bourse, le Trumpoline va se poursuivre? Est-ce que la tendance va rester haussière? Alors moi j'aime bien toujours décortiquer un petit peu les horizons de temps entre du très court et du plus long. Très court aux États-Unis, soyons clairs, le trampoline il a bien joué et c'est un peu tendu. Et entre aujourd'hui et l'élection de Monsieur Trump,
je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été jouées et il va y avoir quelques petites déceptions ou retour à la moyenne. Je prends un exemple sur la politique des grands travaux, qui a été quand même un facteur de soutien très très fort pour Wall Street et le Russell et autres. Vous avez quand même Monsieur Trump qui a déclaré, là visiblement dans un tweet, que c'était quelque chose d'important mais qui n'était pas forcément core, c'est-à-dire principal. Un retournement de plus. Mais même rien que sur cette politique de grands travaux, on va voir aussi peut-être son congrès. Et puis, il y a tout simplement un problème, c'est la main-d'œuvre aux États-Unis dans le monde du bâtiment et travaux publics et infrastructures qui est déjà insuffisante. Alors, si déjà il veut mettre des grillages entre le Mexique et autres, vous voyez, il y a des limites. Je pense qu'on peut avoir un petit retour à la moyenne. En Europe, on aura dépassé le mouvement de calendrier qu'on citait tout à l'heure. Et je pense, Philippe a cité le rallye de fin d'année, il me paraît quand même bien parti quand je vois ce sur quoi les opérateurs ont envie de se placer avec plus de bêta, etc. Et j'ai toujours dit moi ici qu'on aurait une année blanche finalement sur le CAC 40, une année à zéro. C'est à peu près ça. Hein. On est à -1,5, -2 là. Voilà, il vous manque peut-être un petit trou d'air post-Italie et puis derrière on remonte. Donc je suis pas sur un +10, mais je suis sur une année blanche. Au-delà 2017, je réponds rapidement. 2017, je pense que sur le premier semestre, il y a toutes les raisons que l'Europe tire son épingle du jeu et même que les bourses américaines se tiennent très bien. Le problème pour moi, il sera mi-2017 où je pense qu'on aura une succession de chiffres tels que celui que vous venez d'annoncer sur l'inflation qui s'améliore, etc. Finalement des taux, et là on arrivera à un croisement sur les taux avec des bourses qui vont remonter, où il y aura un problème d'équation, des taux qui remontent et des marchés actions qui sont tous remontés, les values sont remontés, les croissances sont revenues, bref, tout le monde s'est retrouvé au centre, il n'y a plus de capacité, et là le danger sera là, mais on a le temps d'en reparler. Philippe, perspective 2017 pour les marchés? Alors, dans un premier temps, si les marchés se portent aussi bien que l'envisage Sébastien, je pense qu'on va revoir des IPO. Après tout, si on a un tel appétit pour les actions, un appétit pour le risque, on risque d'avoir des IPO. Alors, tout le monde nous dit qu'il y en a plein dans la seringue, mais qu'elles attendent des conditions de marché plus... Mais si des marchés au plus haut historique, c'est pas des conditions favorables, je ne sais pas à ce moment-là, quand est-ce qu'on fait des IPO, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait la fanfare à Wall Street avec des majorettes, je ne sais pas ce qu'il faut. Maintenant, pour revenir plus sur nos valeurs françaises, je pense que le secteur des S2I est toujours atomisé et qu'on peut envisager à nouveau des concentrations. Je serais plutôt enclin à jouer ce secteur. Maintenant, en ce qui concerne des stratégies d'allocation plus globales, je pense qu'il faut garder un pied sur le frein, un œil dans le rétroviseur, parce qu'on nous dit que le problème des dettes en Italie va être géré. Mais je rappelle quand même que c'est 17% d'encours et que le problème traîne depuis 2008-2009 et que la solution consiste effectivement à le faire traîner jusqu'en, pourquoi pas, 2025. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, et je le répète, si on vole la victoire du non à la population, et qu'en plus de ça, derrière, on convertit les dettes d'Unicredit, Montepaschi, etc., qu'on les convertit en actions, je crains que ça ne soit pas très bien reçu, que ça ne crée pas un climat très favorable en Europe. Philippe Béchat de la Bourse au quotidien, président des Éconoclastes, et Sébastien Corchia, le directeur des gestions actions de Mescart AM. Merci à tous les deux. Bon retour, bonne séance. Le CAC 40, il progresse de 0,36%, on pointe à 4000.